Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle journée de Coupe du Monde en compagnie de mon cher confrère, collègue, ami Valentin Aznar. On ne se quitte plus, les journées passent et ne se ressemblent pas, c'est le kiff de cette Coupe du Monde. Et on a un gros sujet à aborder aujourd'hui qu'on va détailler très vite, journée très dense, très chargée avec ce Portugal-Ouzbékistan à 19h ce soir. On aura ensuite l'Angleterre qui joue contre le Ghana, le Panama face à la Croatie et à 4h du matin, le choc, le Congo-Colombie. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude et vous me voyez venir, c'est ce match qui nous intéresse, mais pas vraiment. Nous, chez 11e art, on prend un prétexte. Il nous intéresse quand même, on fait pas des caisses. Ouais, 4h du matin. Il nous intéresse simplement parce qu'il est à 4h du matin. Mais... Ouais. Il y en a qui dorment, quoi. Il faut dormir. On bosse toute la journée sur nos chroniques, il faut dormir. C'est vrai. Et c'est plus la République démocratique du Congo qui nous intéresse et dont Valentin va nous parler aujourd'hui parce que c'est un pays qui a une histoire très riche. Et qui mérite d'être retraité aujourd'hui. Vous allez voir que ce qui se passait dans les années 70 sous fond de colonialisme et de racisme est toujours un peu présent aujourd'hui, oui, Valentin. C'est évidemment toujours d'actualité. Ouais, la question du jour, ça va être un petit peu la question coloniale qu'il y a toujours autour du Congo, qui est vraiment un pays qui est depuis très longtemps exploité. Mais là où on peut se réjouir d'une chose, c'est quand même que le Congo est donc qualifié pour cette Coupe du Monde pour la première fois depuis donc 1974. Et d'ailleurs, le dictateur Mobutu, qui était le dictateur du pays à l'époque, voyait cette Coupe du Monde comme un bon événement pour mettre en avant toute sa politique démocratique, tout à fait dictatoriale. Ouais. Et voyait en l'équipe du Congo une bonne opportunité pour faire vivre un petit peu pour faire promouvoir son pays, quoi. Voilà, et faire du sports washing aussi un petit peu. Le problème, c'est que le Congo perd son premier match 2-0 contre l'Écosse, enchaîne avec un match un petit peu compliqué, perdu 9-0 face à la Yougoslavie, et devait jouer un troisième match contre le Brésil. Et Mobutu met la pression avant le début du match à ses joueurs en leur disant « si vous prenez une nouvelle gifle, vous ne rentrez pas au pays », énorme pression de leur part, etc. Après, pas rentrer dans un pays certes, en dictature, chez toi, Puis je pense que tu peux un peu flipper pour ta famille. Quoi. Voilà, exactement. Et alors le Brésil ne perd que 3-0 ce match, sauf qu'il y a un moment qui est très particulier, qui est à la 85e minute, il y a un coup franc pour le Brésil. Une image que vous avez sûrement que vous avez voir, tous vue, d'ailleurs je vous la mettrai probablement avec un petit cadre ici à côté. Coup franc pour le Brésil, tiré par Rivellino, et là il y a cette scène qui est un peu... hors du cocasse, temps, un peu hors du temps, où il y a un joueur zaïrois, avant que l'arbitre ait sifflé a donné le coup de sifflet pour que Rivellino aille tirer, qui dégage le ballon, l'envoie très très loin, prend un carton jaune, etc. Et ça, c'est un événement qui est une scène rigolote sur le qui est une scène un peu rigolote, voilà. Vous avez le droit d'en rire. Mais le problème de cette scène, c'est qu'elle a été traitée comme un événement, enfin pas du tout de la bonne manière, dans le sens où les joueurs zaïrois ont été présentés comme des joueurs qui ne connaissaient pas les règles. Alors que c'est quand même des joueurs qui déjà ont fait 3 matchs avant et qui ont subi plein de coups francs, donc ils savaient très bien que tu n'as pas le droit de tirer dans le ballon à ce moment-là, et ils ont gagné la CAN, etc. C'est des joueurs professionnels, et ça a été traité de manière extrêmement raciste par les médias occidentaux. Grossièrement, c'est des débiles. C'est des débiles, et c'est même pas ça, c'est en gros, les joueurs ont été présentés comme naïfs et instinctifs. Sous prétexte qu'en gros, ils n'ont pas les capacités cérébrales pour réfléchir. Primitif. Voilà, un peu primitif, raciste, exactement. Un peu, et surtout un peu genre le mythe, un peu la métaphore du zoo. En gros, on vient pour les regarder, ils nous amusent, et voilà. Mais ça avait vraiment été traité comme ça dans les médias. C'est Paul Dicci, l'historien, qui a documenté ça de manière très pertinente. C'est une certaine forme de racisme qui est très présente dans toute l'histoire du Congo depuis très longtemps, et je trouve que c'est un peu à l'image de ce que je veux dire dans cette chronique. En fait, ce que tu racontes, évidemment, moi ça me fait penser à la CAN, à tous les moments où tu as des pseudo-spécialistes du foot qui t'expliquent que, en gros... c'est moins bien parce que c'est du foot. C'est bien, et puis surtout, il y a des erreurs qu'il n'y a pas en Europe. Puis c'est toujours comparé, c'est toujours comparé à... En fait, c'est justement ça qui était détaillé dans le propos de Paul Dicci. C'est souvent comparé... on parle souvent des noirs instinctifs et un peu naïfs, versus les blancs techniques, cérébraux, etc. Voilà. Bien sûr, ouais. Très intéressant tout ça. Ouais, malheureusement c'est d'entrée quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le foot est un peu un prétexte, quoi, parce que c'est quelque chose qui a été récurrent dans l'histoire du Congo. L'histoire du Congo est absolument terrible. Le Congo, c'est un territoire qui est très ancien, alors qu'il n'y a jamais eu vraiment ces frontières-là.
mais qui, du coup, ces frontières-là se sont un petit peu dessinées à partir de 1885, et notamment ce qu'on appelle la conférence de Berlin, qui est le moment où les grandes nations européennes, enfin occidentales et particulièrement européennes, ont décidé de se partager l'Afrique. Pourquoi? On ne sait pas, ils se sont dit que c'était à eux. Et notamment le roi Léopold II de Belgique, qui a donc reçu dans ce partage de l'Afrique le Congo, mais pas au nom de l'État, à son propre nom. C'était lui qui possédait le Congo, personnellement. Le roi Léopold II qui possédait le Congo. Des îles, il y en a d'autres qui ont des pays. Voilà, exactement. Et donc ça, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle donc, le début du colonialisme belge au Congo, qui est une atrocité, mais à un niveau rarement vu. Il y a un ordre évidemment racial qui va être créé, très ségrégationniste, voilà, les blancs sont supérieurs aux noirs, etc. Mais Violence, j'imagine. voilà, et de la violence mais extrême, sous couvert de productivisme, où en gros, il faut que ces gens-là bossent, que ces noirs bossent pour les intérêts du pays. Et si les mecs bossaient pas bien, il y avait des atrocités qui étaient faites, des exactions immondes. Il y avait notamment le mythe de la main coupée. Colons belges venaient dans les villages récupérer ce qui était dû financièrement et en termes de récolte, de minerais, etc. Et s'il n'y avait pas assez de récolte, ils prenaient ils prenaient tous les hommes adultes, ils leur coupaient une main. Si ça arrivait une deuxième fois, ils leur coupaient la deuxième main, et au bout de la troisième fois, ils les tuaient. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant par la suite, c'est qu'il y a un autre pays qui a énormément souffert, qui est le Rwanda, et c'est deux destins qui sont assez liés. Voilà. Ce qu'on appelait à l'époque le Rwanda-Urundi, qui représente aujourd'hui les deux pays du Rwanda et du Burundi, qui va être administré par la Belgique à partir de 1916. Donc 1908 pour le Congo, 1916 pour le Rwanda et le Burundi. Et là, les Belges vont faire quelque chose qui n'est pas beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient déjà au Congo, ce qu'ils vont apporter ce qu'on appelle l'idéologie hamitique, qui vise du coup à faire une sorte de classification des populations africaines, notamment à différencier ce qu'ils appellent les vrais nègres et les faux nègres à l'époque. Ouais. Déjà, les termes sont bien. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'ils vont opérer une rupture au sein d'une population qui était tout à fait homogène. Enfin, homogène, je veux dire une population qui parlait la même langue, qui avait la même religion, qui occupait le même territoire. Ils vont créer une rupture entre deux communautés qu'on appelle les Hutus et les Tutsis, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Mais c'était deux communautés qui n'avaient pas de... Il n'y avait pas de différence ethnique, il n'y avait pas de différence raciale, exactement. La seule différence qu'il y avait, c'était une différence éventuellement socio-économique, où en gros les Tutsis étaient un petit peu plus proches des élites, et les Hutus étaient un peu plus le peuple plus populaire, exactement. Mais il n'y avait pas de différence ethnique. Et en fait, ils vont importer cette idéologie où en gros, ils vont créer toute une idée selon lesquelles les Tutsis sont... selon lesquels oui, je crois que c'est ça, c'est les Tutsis sont des envahisseurs, ils n'ont rien à faire là, et donc en fait ils vont créer des tensions, des ruptures entre ces deux communautés-là. Avec, je crois, en fait, parce que vous devez vous dire, ok, mais comment ils se différenciaient? Il y avait donc ce truc statutaire financier, mais du coup on pouvait passer de l'un à l'autre. Exactement. Un Hutu pouvait devenir Tutsi. Ouais, c'est littéralement socio-économique. Donc c'est ce qu'on appelle juste l'ascension sociale. Les Hutus, c'était ce qu'ils appelaient les cultivateurs. Mais si les récoltes se passaient bien, c'est un ouvrier qui devient cadre. Exactement. Il passe de l'autre. Exactement. Voilà. Et donc l'idée, ça va être ce que va faire la Belgique, c'est qu'ils vont entretenir le mythe que les Tutsis sont supérieurs aux Hutus. Voilà. Et du coup, j'imagine s'ils sont supérieurs, les Belges vont se dire, on va les mettre à des postes de responsabilité. Exactement. C'est à eux qu'on va donner une éducation qui est beaucoup plus avancée, etc. Et donc tout est fait. Régir un peu le pays sous le contrôle belge. Mais de manière absolument terrible, à tel point qu'à partir de 1933, sur les passeports rwandais, vont apparaître les ethnies de chacun. Donc sur ton passeport, il y avait écrit soit t'es Tutsi, soit t'es Hutu. Donc ça crée une vraie différenciation, ce qui va avoir, on verra que par la suite, ça va avoir un impact qui est très important, notamment pendant le génocide. Et ce qui va se passer alors quelques décennies plus tard, notamment à l'approche de l'indépendance du Rwanda,
qui aura lieu en 1962. En gros, ils vont changer d'idéologie, les Belges, et là, ils vont se mettre à soutenir les Hutus. Parce qu'en fait, ils sentent que les Tutsis sont en train de préparer la décolonisation. Les Belges ayant des intérêts au Rwanda, ils se disent on va pas les laisser faire. Nous, on a besoin de ces intérêts-là, ces intérêts économiques notamment. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'idéologie, on va les soutenir, les Hutus. Et donc, les Tutsis vont fuir le pays, en tout cas toute une partie du pays, s'isoler soit du côté de l'Ouganda, soit du côté du Congo. Et c'est là qu'il y a un petit peu le lien, et notamment dans la région qui est frontalière entre le Congo et le Rwanda, qui s'appelle le Kivu, qui est divisé en deux parties, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Ok. Et donc on se retrouve en 1962 avec une très large communauté Hutu au Rwanda, et en 1965, de l'autre côté de la frontière, au Congo, pareil, la décolonisation et l'arrivée au pouvoir de Mobutu. Donc on se retrouve dans un système avec 2 dictatures de chaque côté. À partir de 62 au Rwanda, à partir de 65 au Congo. Donc on a ces Tutsis qui sont dans une partie du Congo, mais qui finalement sont un peu privés d'identité, quoi. Ouais, exactement. Ils n'ont plus leur pays d'origine. Là, ils sont immigrés clandestinement, enfin du coup sans reconnaissance de l'État. Et puis je me doute que Mobutu les a pas accueillis les bras ouverts en mode. Exactement. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Il leur a d'abord accordé les nationalités, après il les a enlevées. Bref, en tout cas, il y a une partie des Tutsis qui sont, comme je l'ai dit, au Congo, une partie qui est en Ouganda, et c'est surtout la partie en Ouganda qui va réussir à se restructurer militairement sous le nom d'un groupe qui est le Front patriotique rwandais, le FPR. Et c'est justement ce front-là qui va se renforcer pendant une période qui est assez longue jusqu'en 1990. Donc là, on est en 1965, on passe directement en 1990. Enfin, j'avais pas du tout souvenir que c'était sur une si longue période. Ah ouais, c'est long. C'était créé. C'est là où je vais en venir après. Enfin, c'est là où j'en viens justement à ma conclusion. C'est que c'est toute la colonisation, toutes les conséquences de la colonisation belge et tout ce qui a été mis en place qui fait que tu arrives à des conséquences absolument horribles, et notamment à partir de 1990, où en fait le front patriotique rwandais, donc les Tutsis qui étaient exilés au Ouganda, tentent de reprendre le pays. Il y a un accord qui est trouvé en 1993 pour un partage des différents territoires, des différents pouvoirs entre les Tutsis et les Hutus au Maroc, un espèce de compromis, sauf qu'en fait les Hutus, qui étaient très radicaux, ne voulaient pas du tout de cet accord-là. Ouais, pas de compromis possible. Ouais. Voilà, et c'est comme ça que le 6 avril 1994 commence le génocide rwandais. Tous les Hutus radicaux vont attaquer dans l'entièreté du pays des Tutsis, ou même des Hutus beaucoup plus modérés. En l'espace de 100 jours, donc du 6 avril à mi-juillet, il y a eu entre 800 000 et 1 million de personnes qui meurent. Entre-temps, du coup, le front patriotique rwandais, donc les Tutsis qui étaient initialement en Ouganda, réussissent à se restructurer, à chasser les Hutus. Et il faut savoir que celui qui est à la tête du FPR, donc le Front patriotique, c'est Paul Kagame, qui est donc le président encore aujourd'hui du Rwanda. Ils arrivent à se restructurer militairement. Ils vont mettre fin au génocide et chasser toute une partie des Hutus radicaux qui, à leur tour, vont se réfugier du côté du Congo, dans la région du Kivu. Et donc, faut exister dans cette région du Congo, parce que là, on parle pas d'un groupuscule, quoi. En fait, ils se retrouvent avec les mêmes problématiques que les Tutsis 30 ans plus tôt, avec des problèmes d'identité, etc. Sauf que c'est un groupe qui est un peu plus radical, et donc ils vont se structurer assez rapidement. On va passer un petit peu plus rapidement sur toute cette période-là, entre 95 et aujourd'hui, mais grosso modo, il y a eu des guerres qui se sont accumulées. Les Hutus se sont restructurés bien. Ils ont même attaqué une autre partie du pays. Ils ont forcé Mobutu à quitter le pouvoir. Dans le même temps, le Rwanda s'est dit qu'il fallait quand même qu'ils se défendent et qu'ils sécurisent toute une partie du pays, une partie du pays. Et donc ils vont créer un groupe militant, une milice qui s'appelle le M23, qui est assez réputé, qui va du coup aller opérer militairement la partie du Nord Kivu, sauf qu'ils vont être justement en conflit directement avec les Hutus radicaux qui sont sur place. Et donc c'est pour ça que depuis maintenant une trentaine d'années, il y a une guerre un petit peu latente dans cette région-là, du Kivu, qui engendre évidemment des atrocités auprès de la population civile, un nombre de morts absolument incalculable, et c'est un des grands conflits qu'il y a encore aujourd'hui dans le monde. Sans fin, quoi. Qui n'est peut-être un des conflits les moins médiatisés. Voilà, exactement, qui n'a pas du tout le même écho médiatique que d'autres conflits en Ukraine. Voilà. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que
évidemment, il y a des décisions de dirigeants, de milices, de présidents, etc., congolais, rwandais, enfin les Hutus, les Tutsis, etc., qui ont leur part de responsabilité là-dessus. Il n'y a absolument rien à dire. Mais le truc dont il faut se rappeler, c'est que tout ça, c'est les conséquences de la colonisation belge. Ça part d'un délire Voilà. belge de classifier la population. Voilà, exactement, qui a importé et enrichi toute l'idéologie hamatique dont je parlais tout à l'heure, qui a alimenté la haine, qui a créé un système ségrégationniste avec ce que je te disais, les passeports, mais en fait, ils ont aussi mesuré la taille des dents, la taille des trucs pour différencier les personnes, etc., pour bien les inscrire sur les passeports. Les fameux passeports qui ont servi pendant le génocide. En fait, les mecs, les génocidaires, ils disaient montre ton passeport, s'il y avait écrit Tutsi dessus, s'il y avait écrit Tutsi dessus ou Hutu modéré, bah, les mecs, ils leur coupaient la gorge, quoi. Donc, tout ça, c'est les conséquences de ce qui s'est passé, avec le régime colonialiste belge. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on déconstruise un petit peu tous les bienfaits de la colonisation, comme certains politiques aujourd'hui le vantent, tu vois, de dire on a construit des routes et sans nous, on n'aurait pas apporté la démocratie, etc. Bah, regarde le type de démocratie que tu apportes dans ce genre de pays-là. Bien sûr. Voilà. Mais cette guerre, du coup, elle est presque pas idéologique, quoi. C'est comme si c'était une guerre sans fin qui dépendait d'un trauma, enfin d'un événement majeur dicté par un autre pays. Alors ça, c'est ce qu'on veut croire. Alors ce qui était initialement une guerre un peu idéologique, déjà, c'était une guerre idéologique au Rwanda. Elle s'est décalée dans un autre pays qu'est le Congo et dans une région extrêmement stratégique. C'est un des pays miniers les plus importants au monde. Il y a une richesse dans les sols congolais qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. Du coup, on essaie de nous faire croire que ce conflit est un conflit idéologique, sauf que c'est évidemment un conflit économique aujourd'hui. Dans le sens où il y a énormément de minerais stratégiques qui sont présents dans les sols. Parmi eux, il y a ce qu'on appelle, et notamment dans le Nord Kivu, donc ça c'est la région dont on parle depuis tout à l'heure, dans le Nord Kivu, il y a ce qu'on appelle les 3 T, donc le tin qui est l'étain, l'étain dont on se sert énormément. Je ne sais pas si tu as bien révisé tes cours de techno de collège, Alex, c'était il y a longtemps pour toi. Mais tu sais, l'étain, c'est ce qui sert tout. Chimie, non? Non, l'étain, bien sûr, pour faire de la soudure. Pour faire de la soudure, et donc pour faire tous les alliages. Ouais. Sauf que les alliages, aujourd'hui, on les retrouve dans tous les produits technologiques, enfin dans toutes les technologies, les téléphones, les batteries portables, enfin tous les trucs. Énorme réserve de coltan. Le coltan qui est un conducteur électrique froid, qui en gros, s'il n'y avait pas de coltan aujourd'hui dans le monde, bah, typiquement, tu ne pourras pas tenir ton téléphone dans la main, parce que c'est ça qui refroidit ton téléphone. Ah, ok. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de coltan, il n'y a pas de téléphone. Et donc, c'est un minerai qui est extrêmement stratégique. Il y a des énormes ressources de coltan dans le Nord Kivu. Donc, évidemment, le M23, via le Rwanda, et les Hutus se disputent ces richesses-là. Et pareil pour le tungstène. Tungstène qui a beaucoup dans cette région-là, qu'on retrouve beaucoup dans la médecine, dans toutes les ampoules. Dans les téléphones, évidemment, on en retrouve aussi, c'est un conducteur. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le Nord Kivu, mais de manière générale, le Congo est extrêmement doté. Il y a énormément de cuivre au Congo. Un des dérivés du cuivre, c'est le cobalt. La RDC, pardon, on dit Congo depuis tout à l'heure, c'est la RDC, je suis désolé parce que c'est une différence qu'il faut faire parce que c'est quand même 2 pays différents. Mais on parle bien de la RDC depuis tout à l'heure, je m'en excuse. Le cobalt, qui est donc la RDC, qui est donc le premier producteur de cobalt avec plus de 76% de la production mondiale. Donc évidemment, ça en fait, quoi qu'il arrive, un enjeu assez stratégique parce que de cobalt, on a absolument partout. Et de la même manière, le lithium, pareil, que là on retrouve beaucoup dans toutes les batteries, donc toutes les batteries pour les voitures électriques, toutes les batteries pour les vélos électriques. La question de la transition écologique, évidemment, accélère les besoins en lithium. Donc voilà. Donc, ce qui fait que le pays est évidemment un espace extrêmement stratégique pour plein d'acteurs. Oui, on se doute du coup que les États-Unis, la Chine, et même des entreprises directement comme Apple, Microsoft doivent être tout à fait très intéressés par ces gisements, quoi. Exactement. Alors du coup, il faut distinguer 2 régions. Là, en l'occurrence, celle dont on parle depuis tout à l'heure, le Nord Kivu. Là, pour le coup, les ressources sont pas trop exploitées par d'autres personnes que le M23 et éventuellement un peu les Hutus aussi. En revanche, toute la partie sud du pays, qui comprend toutes les réserves de cuivre, de cobalt, etc., là est exploitée, toutes les mines de cette partie-là sont exploitées à 80% par la Chine, qui a signé des accords très très tôt avec le Congo, avec la République démocratique du Congo. Dès 2008, bien avant les États-Unis, ils ont été très précurseurs sur ces questions-là. Et ils opèrent toutes ces mines-là. Comme ils sont premiers producteurs de voitures électriques dans le monde, bah, ils ont des besoins de batteries, ils ont besoin de lithium, ils ont besoin de cobalt. Donc ils ont anticipé toute
toute cette transition écologique. Il faut savoir que la Chine est très très investie dans la question de la transition écologique et produit dans des quantités absolument industrielles des voitures électriques, des vélos, des On trucs. voit bien, Ouais. on voit bien le marché européen qui commence à être envahi Ah bah par ouais, les exactement. Chinois, Exactement, à des prix incroyables. Voilà. Donc la Chine a énormément d'enjeux très stratégiques dans cette région-là. Et c'est marrant parce que c'est le président de la RDC qui a été voir directement Donald Trump pour lui proposer des projets d'exploration et d'exploitation de certaines mines. Sortir du joug Non. chinois. Ouais, alors sur le papier, c'est pas vraiment ce qu'ils disent parce qu'il peut, lui, en tout cas, ne peut pas se permettre de dire ça. Mais en tout cas, le principal argument qui était avancé, c'est surtout pour sécuriser toute la partie du Nord Kivu, régler entre guillemets le problème de la guerre en RDC. Et notamment gérer le problème avec justement le M23 Oui, on depuis retrouve longtemps. en fait ce système de dépendance et surtout de prise de contrôle d'un autre État dans un État où en fait la République démocratique du Congo n'est plus souveraine et dépend du bon vouloir des États-Unis ou de la Chine. Ah bah en fait c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, c'est-à-dire que c'est du colonialisme pur et dur, mais pas officiel. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'avant... Peut-être moins d'impact traumatisant sur la population. Non, ça c'est absolument pas vrai. C'est vraiment, ça reprend exactement les mêmes codes que le colonialisme, mais c'est pas officiel. C'est-à-dire que l'Algérie, c'était une colonie de la France, officiellement, ils avaient le statut de colonie. Il y avait plein de statuts différents, les dominions, les protectorats qui existaient, etc. Là, il n'y a pas de statut, le Congo est un État indépendant sur le papier, mais toute la manière de fonctionner est une logique coloniale. Et ça se retrouve partout, hein. Le système économique, donc ce qui se passe, c'est que tu extrais les matières premières dans le pays, tu les exportes après. En fait, tu exportes les matières premières et tu importes les produits créés avec ces matières premières. C'est le principe de la colonisation, c'est de l'exploitation économique. Tous les bénéfices de ces choses-là ne vont évidemment pas pour le pays qui extrait ces matières-là. Voilà, ça retourne en Chine, aux États-Unis éventuellement. Tu n'as aucun développement du pays à côté de ça, ce qui est un marqueur très fort de la colonisation. C'est-à-dire, ce qui se passe, le pays se développe. Il y a des lignes... se développe autour des minerais et exactement. Pour exploiter les minerais. Il y a des lignes de chemin de fer qui sont créées absolument, enfin pas partout, mais justement entre l'océan Indien et l'océan Atlantique de l'autre côté. Mais en attendant, toutes les routes du pays, sache que le pays est un des plus grands pays d'Afrique, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Il y a toute une partie de la population qui ne peut pas se déplacer dans une autre partie du pays parce que les routes sont inutilisables ou totalement délabrées. Donc l'argument de on a construit des routes, il est bien, mais c'est pas vraiment ça. Donc le pays se développe, mais juste en fonction des intérêts économiques d'autres acteurs. Et c'est surtout, autre argument colonial, c'est tu as une élite qui décide un petit peu de tout, qui s'enrichit elle-même. Et de l'autre côté, tu as une population qui est dans une pauvreté extrême. C'est quand même un des pays les plus pauvres du monde, alors qu'ils ont quand même des ressources, qu'ils ont des ressources tellement importantes. En ressources. Exactement. Et en plus de ça, y a des guerres qui fleurissent un peu partout dans le pays, il y a énormément de milices qui se créent un petit peu au quotidien. En fait, tout ça, c'est les conséquences d'un État qui est faible et qui n'a aucune mainmise sur quoi que ce soit. Donc forcément, tu as des mecs qui voient des intérêts et qui vont s'infiltrer là-dedans. Et c'est absolument horrible aujourd'hui. Là, il y a actuellement une énorme épidémie d'Ebola au Congo qui est absolument horrible. Il y a des famines depuis très longtemps. Il y a des énormes problèmes de santé dans les mines auprès des travailleurs. Il y a des... J'imagine qu'ils ne sont pas tous majeurs. Voilà, exactement. Il y a le travail des enfants. C'est absolument horrible. Donc voilà, la situation au Congo est un petit peu catastrophique. Moi, c'est aussi pour ça que je voulais en parler parce que c'est un conflit dont on ne parle pas énormément. Alors à notre humble niveau et à notre humble niveau d'écoute, je fais le maximum que je peux. Mais c'est un sujet qui est absolument horrible et comme je le disais tout à l'heure, surtout qui répond à des logiques coloniales qui sont absolument dégueulasses. Et moi, je pense qu'il faut se dépatouiller un petit peu de ce système-là. Merci pour rappeler ces faits et ce conflit qui, c'est vrai, passe complètement au second plan encore plus en ce moment. Alors je sais, c'est compliqué de repasser après ça, mais on est quand même obligé de parler un peu de foot dans cette Coupe du Monde. Tu disais, il y a une famine, il y a une population qui s'appauvrit de plus en plus. On imagine que ça doit être compliqué de former des footballeurs dans des conditions pareilles, d'avoir des clubs d'élite. C'est quoi la situation ? Des clubs d'élite, il y en a eu. Hein. La RDC a toujours été un grand pays de football. Le tout-puissant Mazembe a été l'un des plus grands clubs africains pendant des décennies et des décennies. Ouais, ils ont joué, je crois, la finale de la Coupe du Monde des clubs, je crois, en 2010. Donc c'est pas si vieux que ça. Mais le problème, c'est que en fait, les logiques coloniales s'appliquent aussi au football.
C'est-à-dire que tu as une fuite des talents dans le pays, parce que c'est aussi une fuite des talents, je veux dire, d'un point de vue... Oui, fuite des cerveaux, quoi. Fuite des cerveaux, fuite académique, etc., où il n'y a plus d'universitaires, il n'y a plus rien. Bah, c'est exactement pareil dans le football. Dans la sélection qui est dans la liste des 26 là, qui est à la Coupe du Monde, il y a seulement 4 joueurs qui ont été formés au Congo. Et c'est pareil au niveau des institutions qui sont totalement gangrénées, comme l'État l'est. Par exemple, la saison 2022-2023 ne s'est pas jouée sous fond de conflits entre les clubs. Donc voilà, tout est gangréné à tous les niveaux. Le championnat est aussi perturbé par les différentes guerres qu'il y a au pays. Donc le foot, dur d'avoir une continuité dans ce contexte-là, et puis une stabilité des clubs, quoi. Exactement. J'imagine que Exactement. tu performes une année, il n'y a rien qui confirme que tu puisses rester au niveau l'année d'après. Exactement. Et c'est peut-être le grand paradoxe, c'est que cette Coupe du Monde et la sélection congolaise, qui donc s'est qualifiée pour la première fois depuis 50 ans à peu près, si je ne dis pas de conneries, bon, mon calcul n'est pas exact, à la Coupe du Monde, a été perçue comme un truc absolument libérateur, un truc absolument magique. Les conflits ont cessé le soir de la qualification. Voilà, c'était absolument monstrueux. Après, le problème, c'est que sur cette Coupe du Monde, l'inquiétude, c'est que le football et que l'équipe de la RDC soit encore une fois récupérée par les politiques. Ça a été le cas au moment de la qualification. Je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient été retenus pendant 5 jours à Kinshasa, les joueurs, ce qui avait créé tout un tollé avec les clubs européens, parce que les joueurs ne revenaient pas. Donc voilà, on espère que l'aspect politique ne sera pas récupéré, encore une fois, autour de cette équipe de la RDC, et qui prendront du plaisir pendant cette Coupe du Monde, enfin que la population de la RDC prendra du plaisir pendant cette Coupe du Monde, peut-être. Penser à autre chose qu'à la guerre. Voilà, exactement, penser à autre chose qu'à la guerre, et ça permettrait à un pays de respirer un petit peu dans des contextes qui sont absolument pas marrants à vivre. Et ça remettrait de la lumière sur ce pays en crise et en difficulté, et parfois mettre de la lumière, ça permet aussi de solutionner le problème, ou au moins que les gens s'y intéressent davantage. C'est on l'espère, modestement essayé de faire aujourd'hui. On espère que cette chronique vous aura plu. C'était un sujet très dense et très lourd. On se retrouve demain pour une prochaine émission, et je vous souhaite une très belle Coupe du Monde à tous. Ciao, ciao.